sur cette gravure, j'ai de suite su que c'était ce document que je voulais voir, puisque ça réveillait pas mal de souvenirs chez moi de mes voyages du coup en Asie du Sud-Est, notamment de la découverte ou redécouverte du site d'Angkor, qui avait, quand j'étais gamin, avait pas mal fait travailler mon imaginaire. Puisque voilà, quand on est jeune, c'est les aventuriers, c'est les Indiana Jones, etc. Et lorsque j'ai vu la gravure, j'ai dit wow, c'est exactement, enfin, ça correspond bien à ce que j'ai vu. Et comment est-ce que c'est possible que des aventuriers, puisque bon, on se doute que je n'avais pas encore idée de la date ou de l'époque à laquelle cette gravure avait été faite, mais comment des aventuriers ont pu voir l'ensemble des temples de cette façon-là, et aussi précise et aussi dégagée, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir cette scène de chasse qui est mise sur cette gravure-là, où on voit un indigène qui est en train de chasser ce qu'on pourrait penser être un léopard ou quelque chose comme ça. Et on se demande, une fois qu'on connaît la finalité de ce document, pourquoi c'est là, quoi, au final. Ouais. Là, on comprend du coup l'intérêt de l'expédition, etc. Puisque voilà, sur la carte, il y a clairement marqué « région à peu près inconnue », régions inexplorées, donc qui sont très peu cartographiées. Donc là, on comprend clairement que l'objectif de la mission, c'était quand même de découvrir une nouvelle zone géographique. Et après, quand on creuse un peu plus, on voit qu'il y a un aspect aussi commercial derrière pour ouvrir des politiques. On voyage vraiment avant, parce que, en tout cas, moi, dans ma façon de voyager, c'est de me préparer en lisant de la littérature à la fois historique, géographique, même des romans, etc., sur le pays que je vais visiter. Pendant, on se plonge vraiment dans la culture, puisque voilà, moi, l'idée, c'est pas de faire du tourisme, mais plutôt de m'imprégner de la culture du pays dans lequel je vais, en voyageant sur des longues périodes, etc. Chose que j'avais faite du coup en Asie du Sud-Est. Et l'après, c'est de voir. On fait forcément plein de découvertes lors d'un voyage. Et l'objectif, c'est une fois qu'on s'est imprégné de toute cette culture, etc., et qu'on a le dur retour à la réalité, l'idée, c'est de faire un petit retour sûr et d'aller faire des recherches documentaires sur des choses qu'on a vues ou qu'on nous a racontées, etc., sur le pays, quoi. Il y a des panoramiques, des vues panoramiques qui sont pareil. On pourrait croire que, celle-ci un peu moins, mais il y a certaines vues, on pourrait croire que ce sont des photographies, alors qu'au final, ce sont des gravures. Mais il y a des vues panoramiques qui sont assez exceptionnelles là, on est parti au Laos, on est sorti du Cambodge. Mais voilà, les îles de Kong, ça fait référence aux 4000 îles du Mékong, qui est un lieu assez incroyable à voir, puisque là, le Mékong s'élargit sur des dizaines de kilomètres, formant des îlots en fait un peu de partout. Et puis là, effectivement, sur cette gravure, ça représente bien, en tout cas, ça fait partie des paysages qu'on pourrait voir encore aujourd'hui. Là-bas dans cette région du Laos, quoi. Là, c'est très typique là-bas au Laos de visiter, de voir des grottes-temples, entre guillemets. Les habitants en fait se sont appropriés ces lieux qui à l'époque considéraient comme les entrées un petit peu des enfers, etc., et qui les ont un peu sanctuarisés en mettant en place des statues de Bouddha ou autres, puisque voilà, certains sont animistes là-bas, à l'entrée de ces grottes. Et il y a des grottes dans lesquelles on trouve des milliers de statues qui sont assez impressionnantes à voir. Et c'est vrai que cette gravure m'a de suite projeté dans une grotte que j'avais visitée là-bas au centre du Laos. Je découvre, c'est un lieu qui m'est pas familier, parce que ça fait un moment que j'y suis allé maintenant, mais qui, d'une, me surprend pas, et de deux, me rappelle pas mal de souvenirs. C'est la pagode centrale, c'est ce qu'on retrouve sur toutes les photos touristiques de Luang Prabang. Et c'est une pagode, l'ancienne pagode royale, qui trône majestueusement au milieu de la ville, qui est toujours dorée, qui a été restaurée forcément. Mais ce qui est marrant, c'est de voir que l'environnement quand même a pas mal changé, puisque maintenant elle est vraiment au milieu de la ville. Alors que là, sur cette gravure-là, on a l'impression qu'elle est au milieu de la jungle. Alors qu'il n'y a quasiment plus d'arbres, hein. Cet arbre-là n'y est pas. Il y a des palmiers, forcément, mais ce grand arbre-là n'y est pas. Et derrière, on a la ville, quoi. Elle est entourée par des rues, etc. Donc c'est assez marrant de la voir dans cet environnement-là, qui, j'imagine, était l'environnement initial de la pagode. C'était une fête dans une pagode où on voit les différents moines, les différents habitants, etc. Là, il y a pas mal de changements par rapport aux pagodes qu'on peut voir maintenant là-bas dans le pays, qui sont beaucoup moins ornées.
mais c'est un peu comme nos églises, hein, au final ici. Bon, il y avait énormément de tapisseries, de tentures, etc. J'imagine que là-bas c'est la même chose qui s'est produite, mais là on voit voilà, des plantes, des décorations, des lanternes, etc. Si j'avais su que ces documents existaient avant de partir là-bas, je l'aurais clairement consulté. Je pense que je l'aurais pris en photo effectivement sur certaines parties, puisque ça correspond du coup à l'imaginaire que je me faisais pour certaines lithographies, etc. de cette région du monde. Ça interpelle parce que voilà, la beauté des gravures me permettent de me projeter et me maintiennent dans mon imaginaire. Maintenant, lorsqu'on va sur des explorations en Amérique du Sud, sur les territoires Inca, Maya, etc., tout est englouti par les forêts vierges, etc. Et là, il y a une nouvelle technique qui est apparue qui s'appelle la technique du LIDAR, qui est une technique de radar par avion qui permet, à travers des ondes, de repérer les déformations en fait en surface et de se dire bah oui, là il y avait un temple, là il y avait une ville, etc. Et c'est vrai que on voit qu'il y a quand même une grosse évolution qui a été faite sur les techniques d'archéologie. Pourquoi j'ai choisi ce document? Je vous le dis de suite, je ne le connaissais pas. Donc ça, c'est une des premières raisons, c'est la curiosité. Ma démarche, elle est la suivante. Quand je travaille sur un bouquin comme ça, c'est celle d'un archéologue, en gros. Voilà. Donc l'archéologue, qu'est-ce qu'il fait? Il gratte les couches en surface, superficiellement, il examine ce qu'il y a de plus visible, et puis après, en pénétrant à l'intérieur des couches archéologiques, il découvre des tas de choses, des tas d'objets, des tas d'accroches qui vont faire que l'objet qu'il a dans les mains va acquérir une densité, une signification particulière. Et c'est l'intérêt de ces ouvrages anciens, donc qui ont maintenant presque 2 siècles et demi, c'est justement le fait de pouvoir nous raconter énormément de choses. Et alors, ce portrait m'intrigue un peu parce que bon, je le trouve quand même très caractéristique, très emblématique. Il nous toise, ce monsieur nous toise. C'est quelqu'un, bon, il nous toise avec toute sa morgue, toute sa condescendance d'ancien aristocrate, à un homme de l'Ancien Régime. Hein. Il appartient à une illustre famille française, c'est un grand lettré, c'est un grand diplomate, ami des tsars de Russie, dont Catherine II. On voit quand même que cet ouvrage, il a un pédigré. Il a un pédigré parce que là, je vois, par exemple, ici, il y a une marque, enfin un nom marqué, FX Fabre. Hein, voilà. C'est un ex-libris, c'est ce qu'on appelle une marque d'appartenance. Hein, voilà. Les gens qui possédaient ces ouvrages aimaient bien mettre leur nom dessus. Hein, alors, ça aurait pu être sur la reliure. Hein, on avait des reliures armoriées avec des armoiries d'évêques, de prélats, d'ecclésiastiques ou de grands aristocrates. Là, on est plus discret. Hein. L'ancien possesseur de l'ouvrage, c'est François-Xavier Fabre. Hein. Ça nous dit quelque chose quand même. Bon, c'est Montpellier, l'origine du musée Fabre, bah, c'est lui. L'origine des collections d'art, des gravures et de tout ce qu'il y a d'extraordinaire dans une partie de nos collections, c'est encore lui. Alors, à l'intérieur du bouquin, on voit des ornements extraordinaires. Chauffard, Pierre-Philippe Chauffard, Huet, Jean-Baptiste Huet, Jean-Michel Moreau dit le Jeune, Varin, Hilaire, bon, ce sont des gens très connus à l'époque dans les arts décoratifs. Hein, voilà. En fait, là, on a un cul-de-lampe, on appelle ça un cul-de-lampe. Hein, voilà, c'est ce genre d'ornement qui termine un chapitre, mais c'est énorme. Hein, c'est vraiment énorme par rapport à la taille des culs-de-lampe habituels. Hein. On a 285 gravures, hein, sans compter les planches, sans compter les ornements, sans compter les cartes. Il est évident que ce genre d'ouvrage s'adresse à un lectorat très cultivé, très aisé. Personne n'a ce genre d'ouvrage dans sa bibliothèque maintenant où il faut y mettre le prix. En même temps, si vous voulez, à l'époque, les gens qui avaient des bibliothèques susceptibles de contenir des ouvrages pareils étaient des gens qui avaient beaucoup d'espace, qui vivaient dans de grands appartements, de grands hôtels particuliers, même des châteaux. Ils avaient des milliers de volumes comme ceux-ci. Les ateliers qui produisaient de pareils ouvrages, ça prenait des années, hein, je veux dire, pour imprimer. Et d'ailleurs, les ouvrages étaient publiés en feuilles, en différentes livraisons. Hein, donc on souscrivait, on était souscripteur de telle édition et on recevait au fil des années les différentes parutions, le texte avec
avec les gravures, donc ça ne pouvait pas être publié d'un seul coup, évidemment, comme maintenant. Une Grèce personnalisée, enchaînée, je veux dire. On est à l'époque déjà, il y a donc une allusion déjà très politique, puisque on sait bien que la Grèce à l'époque n'existe pas politiquement, elle existera plus tard, au début du XIXe siècle. Mais on a une image déjà telle que cela représente les Européens. Alors, ils ont à la fois la vision d'une Grèce idéalisée, mère des arts et de la démocratie, des systèmes politiques modernes. Ce livre n'est pas simplement un relevé topographique, archéologique, c'est également un récit politique, diplomatique, et on rentre en plein dans le cœur de l'histoire contemporaine de l'époque. Voilà. Le philhellénisme, ça va être aussi des coalitions de puissances occidentales qui vont participer financièrement, militairement. L'engagement de volontaires, tout ça, ça rappelle quand même des choses. Je veux dire, 2 siècles après, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Si on regarde maintenant la carte du périple de cette expédition, elle est aussi tout intéressante. Donc, il faut savoir que d'Entrecasteaux, c'est celui qui commandait cette expédition, est parti à la recherche de la Pérouse à partir des dernières informations que la Pérouse avait laissées, soit parce que certains membres de l'expédition de la Pérouse avaient pu ramener en France des nouvelles de cette expédition-là, soit parce que lorsqu'il avait fait les escales, il avait pu donner au fur et à mesure de son avancée ces dernières nouvelles. Lorsque d'Entrecasteaux part à la recherche de la Pérouse, donc il reprend ces informations-là, il passe évidemment en Australie, il s'arrête au cap de Diemen, au sud de l'Australie, et il repart, donc là on est fin 1792, début 1793, il repart au nord, il passe dans les îles Salomon, et on a su par la suite qu'il était passé très près de l'île où les naufragés de la Pérouse avaient disparu, qui est l'île de Vanikoro. Donc à peu de kilomètres près, il aurait pu redécouvrir les rescapés du naufrage de la Pérouse. Là, j'ai devant moi la gravure d'un cygne noir. Voilà, c'est une des premières fois que les botanistes découvraient cet animal-là, qui est un animal un petit peu mythique, puisqu'on connaît bien les cygnes blancs, on connaît un petit peu moins bien cet animal avec un plumage noir. Évidemment, les botanistes se sont régalés à découvrir et à décrire des plantes qui n'étaient pas connues. Et dans ce volume-là, il y a notamment plusieurs planches sur les eucalyptus qui étaient déjà connus, mais là il y a des espèces d'eucalyptus qui sont décrites. Et lorsqu'on regarde de plus près, il y a le nom du dessinateur. Alors, c'est pas le botaniste, mais c'est le dessinateur qui a fait les dessins à partir des relevés du botaniste qui était dans l'expédition. Et on se rend compte que c'est Redouté. Et Redouté est un dessinateur belge qui, par la suite, s'est rendu célèbre par ses descriptions des lys. Il a fait un volume sur les liliacées, qui est très beau, qui est aujourd'hui très recherché. Et là, il fait ses premières armes en retranscrivant les dessins botaniques qui avaient été rapportés lors de cette expédition. Il y a notamment la description de cet eucalyptus, très belle planche in folio. Il y a une qualité de gravure d'ailleurs que l'on peut souligner. Qualité du papier aussi, on est sur des volumes qui sont d'une fabrication de très très grande qualité, en tout cas d'une qualité bien meilleure que les papiers d'aujourd'hui. Lorsqu'on regarde cette planche-là, il s'agit de la représentation d'un guerrier de la Nouvelle-Calédonie. Alors on ne les appelle pas encore les Kanaks, ça c'est une dénomination qui arrivera plus tard. Il est nu, il est seulement recouvert d'un tissu sur son pénis qui est retenu par une bande. Et comme c'est un guerrier, il est armé d'une sagaie qu'il peut projeter avec un système très original qui permet de projeter la sagaie plus loin. Donc il tient une sagaie de la main droite et de sa main gauche, il tient une espèce de marteau de guerre, je ne sais pas comment appeler ça, en tout cas une massue qui lui permettait de combattre. On voit aussi qu'il a sur son oreille droite une boucle d'oreille, donc ça participe de la décoration de ces populations-là, de la même manière que sur d'autres planches, on voit la pratique du tatouage, soit pour les hommes, soit pour les femmes. Ce sont des planches qui sont, personnellement, que je trouve très belles. Et on comprend aussi, en tout cas on perçoit, combien cela a dû être impressionnant pour les marins de l'époque de découvrir ces populations-là. Et inversement, on peut se dire aussi que pour les populations qui ont été visitées par les navigateurs, ça devait être aussi un sacré choc.
Il y a donc des descriptions des habitations, il y a des descriptions des villages, il y a des descriptions des rassemblements, des cérémonies, des coutumes religieuses, la description des rites, avec beaucoup de respect d'ailleurs, et il y a des descriptions des objets du quotidien ou des objets cérémoniels de ces populations. Et donc lors de la description de ces objets, c'est très précis et c'est encore utilisé aujourd'hui par les ethnologues pour connaître les modes de vie de ces populations-là. Et on voit un masque de cérémonie, on voit des armes de guerre, j'ai cité tout à l'heure la sagaie, la massue, mais on voit l'espèce de pique. Mais on voit aussi des objets du quotidien, des objets de cuisine, des parures aussi, des objets décoratifs, à la fois pour les hommes et pour les femmes. C'est vraiment très très bien décrit. On a toujours l'impression que ces objets sont très très anciens, traduisent des pratiques culturelles, comment dirais-je, qui remontent à la nuit des temps. Et en fait, quand on regarde très très bien, finalement c'est des objets très très récents, qui date au plus loin du XVIIIe et plutôt du XIXe. Donc l'image que nous avons de ces cultures-là, là aussi, doit être approfondie pour voir si ce qui a été observé à la fin du XVIIIe au XIXe correspond à leur histoire. Et en fait, dans ces cas-là, on se rend compte que c'est seulement une vue de leur histoire à un instant T. Mais c'est pas ce qu'ils faisaient au XVIIIe n'est pas forcément pareil ce qu'ils faisaient au XVIe ou encore plus. Je suis voyageuse, pas grande voyageuse, pas voyageuse d'aventure, mais quand même voyageuse. Le globe était ouvert quand on nous a montré tous ces objets. Mais on n'a pas osé y toucher, pour l'ouvrir, le fermer. Enfin, je n'ai pas osé, moi. Et j'ai trouvé ça génial de pouvoir se promener avec un globe, l'idée du parapluie, de comment c'est fabriqué. J'ai trouvé ça très ingénieux, très... Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, ça m'a... Voilà, c'est celui que j'ai choisi. Le mécanisme génial du parapluie qui s'ouvre et se ferme, je trouve ça génial. D'avoir imaginé ça. En plus, les parapluies... Enfin, j'imagine aussi un guide se promener avec ça en disant suivez-moi. On aurait au What Trip, pour aller de la salle Rabelais au Pérou, on aurait un guide qui dise venez, rejoignez-nous au Pérou en sortant de la salle de cinéma. Je trouverais ça génial. C'est aussi assez terrible, je trouve, comme idée, assez novateur. À la fin du XVIIIe, quand même, c'est ahurissant, je trouve, d'avoir cette idée-là. Puisque je crois que vous m'aviez dit que le concepteur, c'était vers 1790 et des poussières, et que ça a été commercialisé beaucoup plus largement en 1860, à peu près, je crois. Donc vraiment, je trouve que l'idée est très novatrice, pédagogique. C'est dans un état, ce tissu-là. En plus, au niveau des baleines, ça pourrait s'abîmer. D'ailleurs, c'est rigolo, on voit des traces que je n'avais pas remarquées, qui sont les pliures. Puis il y a des cercles, ça a un double intérêt. Donc c'est un cercle... comment on avait appelé ça, elliptique ou quelque chose qui ressemblait à ça. Donc l'astronomie, je ne suis pas très férue d'astronomie, mais vous m'avez dit que c'était pour l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil et déterminer les équinoxes. Donc c'est très 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 pédagogique. On voit qu'il y a des indications, on voit des zones qui ne sont pas très claires, on voit l'île Rodrigue où je suis allée me promener, que j'ai adoré. Et un petit bout de la Terre Adélie, il y a juste un trait, il n'y a rien à côté. Et donc ça donne une dimension du passé. Et après, du coup, on peut imaginer les géographes qui créent, qui dessinent
ses contours. D'ailleurs, je ne sais pas bien comment il faisait, mais après, il faudrait aussi regarder si c'est très différent de la réalité d'aujourd'hui, où on a des outils bien plus perfectionnés pour les déterminer, ces contours. Et je trouve que ça développe l'imaginaire fort. Ils font appel à tous les sens, la vue, le toucher. On a le privilège de pouvoir les toucher, ce qui n'est pas possible pour tout le monde. Donc c'est vraiment un privilège de participer à cette petite aventure. C'est une aventure, c'est pas un voyage, mais c'est une aventure. Quoique c'est un voyage dans l'imaginaire. À la maison, petite, on avait toujours dans les toilettes des cartes. Et alors, forcément, on y passe un petit moment. Et du coup, j'apprenais par cœur les abréviations des pays. Et puis on se promène, on est là, et puis on se promène sur la planisphère. On se dit, tiens, un jour j'irai voir cet endroit, un autre jour j'irai voir cet endroit-là. Une carte, ça ouvre tous les horizons, toutes les possibilités. La carte de France, ça permet de se situer plus dans notre environnement proche. Et puis les cartes du monde, dépliées sur une table, c'est beaucoup plus visuel, on peut se projeter et imaginer son voyage. Pourquoi avoir choisi ce guide Baedeker? Parce que, déjà, j'ai été curieuse de feuilleter ce guide, et puis surtout j'ai été attirée par la carte donc, qui était dépliée en présentation du document lorsque je l'ai approché. Je m'y suis intéressée aussi par goût personnel pour la montagne. Alors j'ai choisi ce guide parce que les guides, ça fait partie de mon quotidien de libraire de voyage. J'en vends beaucoup et j'en vends des guides, je vends des guides très différents en fonction des projets de voyage de chacun. Et ce qui m'a intéressée avec ce guide, c'est de voir la différence entre les guides d'autrefois et ceux d'aujourd'hui. J'ai voulu tout simplement me rendre compte de la représentation donc, du massif du Mont Blanc dans cette édition ancienne. Et j'ai été frappée par la qualité graphique de la représentation de cette chaîne du Mont Blanc. Et surtout, la représentation à la fois très, très, très esthétique, je vais dire. Dans un premier temps, ça m'a accrochée. Et cette représentation qui donnait beaucoup de détails quant à la hauteur des sommets, la représentation des sommets. Et quand je me suis approchée de plus près, j'ai pu aussi voir que les paysages, l'environnement étaient aussi représentés avec beaucoup de précision et en même temps de souci du détail, de l'habitat, des animaux qui sont autour du chalet ou de la maison, des arbres. Ça avait ce côté aussi, on s'immerge très facilement dans cette chaîne. C'est vrai que le Mont Blanc, c'est un sommet mythique. Je pense que, on en entend tous parler à l'école primaire comme en tant que sommet principal, sommet le plus haut de France. De là à avoir des images, je ne suis pas sûre qu'on ait tous une image du Mont Blanc, mais en tout cas, ça habite notre imaginaire. C'est un manuel moderne donc, qui permet donc, aux voyageurs ou aux randonneurs de l'emporter avec soi. Dans le contenu donc, lorsqu'on le feuillette et que l'on prend le temps un petit peu de lire les détails qui sont donnés dans le manuel, c'est vraiment une prouesse aussi au niveau du renseignement, de la clarté des précisions données et de leur quantité. J'aime beaucoup les cartes qui sont proposées. Ça, c'est des cartes, le type de cartes qu'on ne retrouve pas du tout dans les guides d'aujourd'hui. Les guides d'aujourd'hui ont tendance à avoir des cartes très simplifiées, très épurées, alors que là, on est avec des cartes avec des lignes de niveau, un degré de précision qui est assez incroyable.
On est complètement dans le site visité et même, même, je veux dire, il se contente pas de montrer le site, il montre aussi tous les environs. Je trouve que c'est presque parfois plus des cartes, des belles cartes, des beaux objets, des beaux dessins, plus que même une carte qu'on va utiliser sur place. Ces planches ressemblent aux tables d'orientation qu'on trouve quand on va se balader, effectivement. Mais vraiment, j'ai rarement vu des tables d'orientation qui seraient aussi précises avec autant de noms de sommets qui sont indiqués. Là, on s'y perd presque, parce que c'est... je sais même pas si, concrètement, quand on est sur place, on peut voir autant de sommets que ceux qui sont indiqués sur le dessin, quoi. C'est quand même... J'aimerais vraiment l'avoir dans mon sac à dos personnellement. Et peut-être aller sur les mêmes sites pour comparer maintenant et voir... et comparer, mais avec des guides très modernes actuels, justement, voir la différence entre les deux contenus et les deux façons d'appréhender le milieu, quoi. Ce qui m'a marqué quand j'ai feuilleté le guide, c'est qu'au début, il y a un avertissement de l'éditeur qui dit que l'auteur a parcouru la plus grande partie des contrées qu'il décrit. C'est ce qu'il écrit ici. Mais il dit attention, l'exactitude des renseignements ne peut être garantie qu'à la date de publication. C'est encore le cas aujourd'hui. Évidemment, les guides n'ont pas une durée de validité éternelle. Mais j'ai l'impression que ça va encore plus vite aujourd'hui. Donc moi, la Géosphère, la librairie de voyage, je continue d'en vendre beaucoup, des guides, mais il y a une forte concurrence d'Internet, évidemment. Dans les guides d'aujourd'hui, il y a une volonté d'immédiateté qui pousse à simplifier les textes. Donc on n'a pas le même usage du guide touristique aujourd'hui qu'à l'époque où c'était le seul document à disposition. Ce qui m'a frappé aussi d'entrée, c'est que lorsqu'on le lit, ça n'est pas quelque chose de purement technique, de froid, de pratique, hein, que l'on peut retrouver actuellement dans nos guides, qui rétrécissent un petit peu le champ des renseignements donnés. Là, quand on lit Le Glacier des Bossons, par exemple, la première phrase dit « c'est un joli but de promenade ». Ça donne envie d'y aller. Ça donne presque envie de partir en voyage avec ce guide pour voir ce qui a changé. Et en fait, tout le texte autour de l'histoire des lieux, de l'architecture, etc., je pense que ça doit être passionnant en fait, de le lire sur place aujourd'hui encore, parce qu'à mon avis, c'est beaucoup plus fouillé et beaucoup mieux rédigé que les guides d'aujourd'hui. Les voyageurs qui vont s'intéresser au Mont Blanc, donc les voyageurs français, vont voir du côté français quel genre de randonnée, quel genre de périple on peut faire en étant en France. Et ceux qui veulent ceux qui veulent découvrir la zone en étant à la fois en France et en passant en France et en Suisse vont être heurtés à un problème qui est assez récurrent en fait en guide de voyage et en documentation de voyage, en tout cas aujourd'hui. C'est que les guides vont être concentrés sur un pays et vont peu s'intéresser aux pays limitrophes, ou alors, et les guides qui concernent plusieurs pays ne sont pas très fréquents. Et alors pour les cartes, c'est encore pire, parce que les cartes vont vraiment s'arrêter à la frontière. Et donc là, si vous voulez vous intéresser au Mont Blanc, on aura des très bonnes cartes IGN françaises qui vont aller jusqu'à la frontière suisse. Et puis si on veut passer en Suisse, il va falloir farfouiller un petit peu plus. Il y a l'équivalent d'un IGN suisse dont on peut se procurer les cartes, mais c'est moins évident. Je pense que ça invite à prendre le temps de consulter le guide, et le fait de prendre le temps de consulter le guide, de mener de la même manière la randonnée, on va prendre le temps de marcher, d'observer, d'écouter, parce qu'on a les détails qui nous permettent donc d'appréhender tous ces côtés de la randonnée. Donc, la surfréquentation de certains massifs, comme par exemple l'ascension du Mont Blanc,
Cette année, les mesures qui ont été prises montrent bien qu'il y a une surconsommation donc, de la montagne. C'est un milieu fragile aussi, comme ce livre, je dirais, comme ce manuel. C'est magnifique. Alors le fait que ce soit un guide sur la Suisse, ça me touche particulièrement à titre personnel, parce que j'ai vécu 1 an à Neuchâtel. Et là, je regardais le plan de Neuchâtel. Et en fait, c'est impressionnant parce que la ville n'a pas changé. Enfin, on retrouve les mêmes noms de rues. J'ai même retrouvé la rue où j'habitais, avec la rue juste en dessous, où il y avait le bus qui passait, que je prenais pour descendre faire mes courses en centre-ville. Et je trouve les vieilles cartes, pour ça, c'est un côté toujours très émouvant de voir ce qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Enfin, je vois même l'université, mon conjoint travaillait à l'université et elle y était déjà à l'époque. Ces vieux plans, ces vieilles cartes, je trouve que ça nous ramène à notre... je trouve que ça rend humble en fait de se dire ces lieux ont traversé les siècles et nous on dure moins longtemps quoi, que les lieux. J'ai beaucoup aimé aussi la page d'après, je crois. Voilà, là il y a un panorama du Crêt du Plan à Neuchâtel. Donc en fait le Crêt du Plan c'est un panorama qui domine Neuchâtel et ça permet de voir au-delà du lac de Neuchâtel. Et quand le temps est clair, on voit toute cette ligne de crête et c'est incroyable parce que tous ces noms de sommets, enfin je ne connaissais pas le quart, le tiers, c'est d'une précision assez incroyable et ça donne envie de prendre le guide et de retourner sur place pour essayer d'identifier tous ces sommets qui eux non plus n'ont pas bougé. Et par temps clair, en hiver notamment, on voit le Mont Blanc qui domine tous les autres et qui porte vraiment bien son nom parce qu'il est effectivement très très blanc. Et là, il est mentionné aussi sur cette triple ligne de crête. C'est vraiment magnifique. Alors moi, quand j'ai découvert ce document, je n'en connaissais absolument pas l'existence et j'ai tout de suite été attirée par les couleurs, par les lithographies qui sont donc à l'intérieur du document et qui sont tout de suite très parlantes, très prenantes. J'ai trouvé qu'elles étaient incroyables et j'ai voulu me pencher un petit peu plus sur cet ouvrage. C'est un document qui a été écrit par Eugène Burnouf, donc un grand linguiste du XIXe siècle. C'est une description très précise de plusieurs choses différentes. Ça va être des métiers différents. On va avoir sur les divinités, on va avoir sur les religions qui existent aussi dans ce pays. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien décrit. Pour moi, c'est un livre de découverte, clairement. Voilà, il y a beaucoup de descriptions. Donc on pourrait le qualifier de scientifique de par ses descriptions, oui, quelque part. Après, moi, je ne le ressens pas comme quelque chose de très intellectuel et au final, toute personne sachant lire pourrait se laisser transporter par les scènes qu'il décrit. Et je pense que son but dans tout ça était de faire connaître. Alors, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans ce document, c'est les descriptions très très précises de tout ce qui va concerner les métiers, donc ce que je disais tout à l'heure, les métiers, mais aussi tout ce qui va être les différentes castes, comme ils appelaient ça à l'époque. Donc on a des castes, c'est des classes sociales fermées, donc ça peut être, la plupart du temps ce sont surtout des castes religieuses, n'est-ce pas? Et donc on s'aperçoit très vite que la société qui est décrite est très bien organisée. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez sympathique parce que ça peut préparer aussi un éventuel voyageur à aller se balader dans un monde où on a des connaissances très poussées de quelle catégorie
qui va s'occuper de quoi. Donc ce que je trouve intéressant, c'est le fait que chaque classe sociale est vraiment très bien décrite. Elle va être faite en fonction des dieux que l'on vénère, ça va être en fonction, on va avoir vraiment la classe sociale mendiante, on va avoir les pilleurs, on va avoir les barbiers. C'est vraiment très précis. Un autre métier qui m'a un petit peu parlé, c'était les barbiers aussi. On se dit, bon, les barbiers, c'est ce qui va nous permettre de se couper les cheveux, de se raser ou autre. On apprend là qu'ils sont en fait spécialisés dans plusieurs choses différentes, notamment aussi dans les massages, des genres de massages qui permettaient lors de cérémonies religieuses d'être purifiés et d'être vraiment prêts à faire des passages, que ce soit des mariages, que ce soit des cérémonies autres, vraiment par rapport à chaque religion, etc. Ils étaient très prisés dans chaque village et il y avait seulement une famille en fait qui avait l'exclusivité de la ville en question ou du village et c'était vraiment les seuls à pouvoir aller s'occuper, on allait les voir spécifiquement. Il n'y a pas une écriture très scientifique, je veux dire ça peut être très littéraire et on peut le lire de manière très fluide. Et ça pourrait être conté à des enfants. Là, typiquement, quand il fait des descriptions des divinités, il y a des petites anecdotes, des petites histoires. Ça pourrait être, parfois qui sont un petit peu particulières, mais qui pourraient être entendues par des enfants s'il le fallait. C'est ce mot de cosmographie, cosmos, j'ai pensé à voyage, ça m'a fait un peu, avant de l'ouvrir, ça m'a fait un petit peu voyager. Après c'est vrai que quelque part, il date du XVIe siècle, donc je me suis dit, thème du voyage au XVIe siècle, qu'est-ce que ça peut rendre, qu'est-ce que ça peut donner? Et donc du coup, je suis partie à la découverte de ce document qui m'a un peu parfois déroutée, parfois enthousiasmée, et par ses dessins, et par son contenu. Déjà parce que c'est un moine qui a voyagé, donc effectivement sur les routes il n'y avait pas beaucoup de modes de transport. À cette époque-là, il y avait souvent le cheval à pied ou en bateau. Donc voilà, c'était voir un peu le périple de ce moine et voir un petit peu les pays qu'il avait traversés, un peu la vision de quelqu'un de ce siècle et ce qu'il en avait retenu en fait, ce qu'il en avait rapporté puisqu'il a été, me semble-t-il, cosmographe à la cour du roi après. Mais effectivement, c'est un livre en ancien français et voir comment il pouvait s'exprimer. Alors, c'est pas en latin, donc déjà, on retrouve un peu plus de mots qui nous... en fait, on arrive en filigrane à retrouver un petit peu son parcours et tout le périple de son voyage, en fait. Parce qu'à la fois, il ressemble à un tigre et un peu un tigre de mythologie, je trouve. Donc, c'est pour ça la façon dont il est dessiné là, ce tigre-là, il est à la fois, je sais pas, il a une tête de panthère avec un corps de jaguar. On ne peut pas dire que ce soit une étude très, très approfondie scientifiquement, mais au moins il donne l'information de la présence de ces animaux dans notre contrée, et dont le tigre aussi qui me fascinait. Oui, je pense dans les fossiles, ils ont dû retrouver ce genre de... Ou peut-être qu'il l'a vu dans... je sais pas, un endroit où on pouvait conserver ce genre de dents, mais c'est passionnant de la façon dont il l'a décrite, parce que alors là, du coup, c'est une vraie... Il la représente telle qu'elle est, en fait. Elle n'a absolument pas de fioritures, de choses qui n'ont aucun sens. C'est vraiment tel qu'il l'a vu, et c'est peut-être une des rares images où on voit vraiment la réalité d'un objet. Personnellement, je ne le vois pas comme un scientifique qui va faire un livre qui ne parle que de la faune ou de la flore de l'œil du scientifique. Là, moi, je ne le vois pas dans cet objectif-là. C'est vrai que j'avais étudié la civilisation grecque et donc le colosse de Rhodes. Et c'est vrai que j'ai été assez, assez surprise de son interprétation de ce colosse de Rhodes que moi, je ne voyais pas dans ce sens-là. Et lui, il a un petit peu un être surhumain, mais à l'échelle humaine, dans toutes ses descriptions, et avec un espèce de plastron, des armes, qui domine un bateau et les humains, en fait, une sorte de surhomme, ou un dieu, à la limite. Cette vision m'a assez étonnée
ce colosse de Rhodes, en fait. Il y a aussi ce monument qui ressemblerait à une obélisque, voire égyptienne, puisque ça vient surtout de là-bas. Par contre, à la place d'avoir des cartouches, on a des symboles. Alors, la signification de ces symboles, écoutez, il y a la chouette d'Athéna, donc je ne sais pas. Il y a des couteaux, des crânes, des serpents. Donc, quel est le sens de ça? On a l'impression que c'est au milieu de, je ne sais pas, des flots. Donc, assez particulier comme représentation. Je ne sais pas dans quel pays il a pu voir ceci, puisqu'il parle d'Alexandrie, donc c'est bien en Égypte. Et son interprétation, soit, mais en tout cas, c'est un petit peu loin des obélisques égyptiennes. J'ai trouvé la richesse de cette œuvre suite à cette espèce de double façon d'aborder le voyage. Il ne me semble pas que ce soit un voyage descriptif uniquement. Même si je ne maîtrise pas forcément la langue, il me semble que c'est à la fois son avis personnel. Il fait beaucoup de références aussi littéraires. Hein. Il parle d'Homère, il parle de choses comme ça, de chimères, de choses comme ça. Et donc, du coup, voilà. C'est ce côté, parce que c'est quand même un homme lettré. Donc, il y a beaucoup de références aussi littéraires qu'on trouve au sein notamment sur les mythologies. Ce dessin, en fait, m'a inspirée dans le sens où on dirait un petit peu des dieux hein, qui combattent des espèces d'oiseaux un peu préhistoriques. Il y a des béliers, ils partent à la guerre contre des oiseaux qui peuvent ressembler à probablement des ennemis. Et ils sont armés, donc ils sont un peu... Je les vois un petit peu comme ces êtres qui sont considérés comme des dieux, en fait. Hein. Ils sont habillés avec des flèches, des carcans. Enfin, voilà, j'imagine qu'il n'a pas vu ça en vrai. Donc, ça a été encore peut-être une interprétation personnelle d'une scène qu'il a vue dans un de ces pays. C'est à la fois aussi un livre d'aventure. Donc, du coup, oui, parce que bon, quand on partait au XVIe siècle en voyage, c'était forcément de l'aventure. Hein. On ne sait pas trop comment on allait y aller peut-être et comment on allait revenir. Mais du coup, voilà. Moi, c'est ce côté aventure, c'est ce côté où ça fait rêver de partir dans de lointaines contrées. Voilà, ça vous engage et ça vous fait partir très très loin. Enfin, moi, je me suis imaginée être du voyage et partir avec lui à la découverte de ces pays que je ne connaissais pas. Et le voyage, pour moi, c'est ça, c'est la rencontre. C'est voir des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues forcément, parce que lui, il a découvert aussi et des animaux et des objets qu'il n'avait jamais vus. Et en fait, c'est cet enrichissement dont on se nourrit pour appréhender le monde. Et je trouve que ça permet une ouverture d'esprit, le voyage, c'est ça pour moi. C'est un beau témoignage, en fait, parce que la photo existe depuis à peu près 1850. C'est un peu les premières photos qu'on a du mur de lamentation. On a sûrement des peintures, mais les premières photos, les voilà. Cet album réunit des clichés tirés sur papier aluminé et collés sur chaque page. Ce sont des vues, des monuments, des sites de l'architecture, de l'Égypte, de la Palestine, de la Syrie et de la Grèce. Le choix de cet album pour l'exposition présente deux points d'intérêt qui me paraissent essentiels. C'est d'une part qu'il s'agit d'une personnalité locale, il est originaire du Gard. D'autre part, c'est la technique, bien entendu, la photographie. Quand on travaille dans la bande dessinée, on travaille avec le livre aussi. Donc il y a aussi un rapport avec les vieux livres qui me fascine, parce que je regarde la page, je regarde comment c'est relié. Donc voilà, on sent le papier, on n'en fait plus du comme ça, hein, c'est quasiment du carton. Donc il est très très beau. Et voilà, ce qui est étonnant, déjà par le titre, c'est-à-dire qu'on parle, donc ce photographe qui s'appelle Bonfils, c'est ça, on voit son nom au début, Félix Bonfils. Alors c'est assez drôle parce que lui, il venait de la région, c'est un gars de la région, et chez l'auteur à Alais, donc c'est dans le Gard, en fait c'est à Alais, mais à l'époque apparemment on l'écrivait A-L-A-I-S, c'est le premier petit détail que j'ai remarqué au début. Je crois que les gens qui achetaient ce genre de livre, donc on est en 1877, les photographes de cette époque-là, il y en avait de plusieurs types. Il y avait les portraitistes, évidemment, ça marchait très très bien, parce que là on est après les daguerreotypes,
Donc on est, je pense, probablement avec le collodion huide, qui est une autre façon de photographier. Et les gens voulaient voir de l'exotisme, en fait. Donc il y a les photographes de paysage, il y a les photographes peut-être de voyage, aventuriers, qui allaient un peu partout, ils sillonnaient le monde, un peu comme on a fait après avec le début du cinéma. Et voilà, ils présentaient la Terre Sainte. Je crois que c'était aussi pour parler à un public de chrétiens. Et ça se vendait un peu partout, parce qu'on voit bien que chaque image, donc il y a la photo à droite, chaque image est accompagnée par une petite description qui est en français, en anglais et en allemand. Donc voilà, il ratissait assez large, le bon fils. Les gens à l'époque travaillaient avec des énormes plaques, c'était souvent la plaque du négatif. C'est ça que j'étudie en ce moment pour ma bande dessinée. Et c'est pour ça que le détail est très très précis. On voit les plis des vêtements, on voit toutes les fenêtres qui sont dans le fond. Hein. Et parce qu'en fait, le négatif, c'est pas du 35-24 comme ça l'a été pendant longtemps. Maintenant, on est en numérique. Mais c'est la plaque, le négatif, il est de cette taille-là. Donc c'est assez fabuleux. Et on voit que c'est collé parce que c'était sur du papier albuminé, si je ne me trompe pas, qu'on découpait et qu'on recollait, parce qu'on n'avait pas encore le procédé d'imprimerie, de passer de la photo à l'imprimerie. Ce qui fait qu'on avait la photo comme dans une exposition. Là, c'est comme si on avait un tirage photo pour chaque page. Donc on imagine le prix d'un album comme ça. Ça ne s'adressait pas, évidemment, ça s'adressait à des gens qui étaient curieux de l'Orient, mais qui étaient aussi assez fortunés. Il s'agit bien là d'un témoignage archéologique et historique de beaux monuments pour produire un album luxueux, soulignant leur sens et leur valeur historique, avec un cadrage et des angles de vue qui tendent à la perfection pour une meilleure mise en valeur. Par rapport aux autres ouvrages que l'on trouve dans l'exposition, qui sont souvent des récits, ce qu'on appelle des relations de voyage, des récits de voyage imaginés ou réels, là, on a aussi un catalogue qui a été fait dans le but d'être vendu. J'ai choisi ce livre-là parce que moi, j'ai vécu avec ma compagne en Israël. Donc, et je suis allé souvent en Palestine. Elle travaillait pour Médecins sans frontières et je l'ai accompagnée. Et ça a fait un livre, en fait, qui s'appelle Chronique de Jérusalem, que j'ai fait en 2011. Donc, forcément, des images de la Palestine, ça me parlait. C'est un album de photographie qui s'appelle Souvenirs d'Orient. C'est un album qui fait partie d'un ensemble pour lequel le photographe a reçu la médaille de bronze à l'exposition universelle à Paris en 1878. Alors voilà, Bethléem qui est juste à côté. Donc là, c'est dans la partie palestinienne, on n'est plus dans la ville sainte. Et aujourd'hui, quand on va à Bethléem, malheureusement, on doit passer par ce mur, le mur qui sépare la ville, qui est d'une grande tristesse, parce que quand on arrive à Bethléem, tout ce qu'on voit, c'est ce mur qui fait à peu près 2,5 mètres de haut, c'est du béton, et on retient surtout ça. Après, la ville de Bethléem est très jolie. Moi, je ne la reconnais pas, parce que ça a tellement changé que maintenant, c'est vraiment une grosse agglomération, et ça ne ressemble plus à ça. Donc voilà, grâce à la photo, on a un témoignage de cette époque-là, c'est vraiment passionnant. Moi, quand je vois ça, ça me donne envie de faire des croquis. Des croquis que j'ai fait beaucoup quand j'étais là-bas. Et d'ailleurs, la prochaine image, on pourra en parler. Je crois. Oui, voilà. Donc là, évidemment, on est face au Saint-Sépulcre. Donc, on imagine bien que, parlant d'Orient et s'adressant, je crois, beaucoup aux chrétiens, il fallait qu'ils photographient le Saint-Sépulcre. Donc, le Saint-Sépulcre, c'est l'église qui a été construite alentour du tombeau de Jésus, dans lequel on peut voir. Voilà, ça descend. C'est assez fascinant comme endroit. Donc moi, j'y suis allé souvent parce que c'est pas facile à aborder d'un coup. Il y a beaucoup d'espace. Ça a été construit, reconstruit. C'est très ancien. Et c'est très beau aussi. Il y a le Golgotha où il a été crucifié. Et après, il y a la tombe dans une petite chapelle qui est plus petite. Donc ce Saint-Sépulcre est contrôlé par beaucoup de communautés chrétiennes. Il y en a, je crois, 6, 7 ou 8. Les Coptes, les Éthiopiens, les orthodoxes grecs, ils ont chacun une partie qui contrôle tous. Et de temps en temps, ils ne s'entendent pas très bien. Et je me rappelle quand j'étais là, à Pâques, ils se sont carrément tapés dessus pendant la procession de Pâques. Et c'est passé à la télé. Et je me disais, c'est quand même malheureux.
que des chrétiens donnent l'exemple, déjà dans un pays où il y a beaucoup de combats, qu'en plus si les chrétiens s'y mettent, ça va mal. Et il y a une chose qui le représente bien, c'est on voit ici sur cette partie-là qu'il y a une échelle. Donc quand j'ai vu cette photo de 1877, je suis tout de suite allé voir, il y a une petite échelle en bois qui est posée sur le rebord de la fenêtre, qui a un nom, je crois que c'est l'échelle de la, je sais pas, de la mauvaise entente, parce que la légende, en tout cas cette échelle en bois est toujours là aujourd'hui, et donc je l'ai dessinée dans un croquis. Et quand on dessine le Saint-Sépulcre, c'est l'avantage de faire des croquis, c'est qu'on s'assoit pendant 20 minutes, on dessine et on observe plein de petits détails qu'on ne voit pas si on fait que passer et prendre une photo. Donc voilà, moi, pendant que j'étais là-bas à Jérusalem, j'ai fait des croquis. Et j'ai fait ça, qui n'a pas beaucoup bougé, c'est la même chose. Et voilà, la petite échelle est là, ça c'était en 2009, et l'échelle, elle est aussi là en 1877. C'est le dôme du rocher, c'est comme ça qu'on l'appelle quand on est là-bas à Jérusalem, on apprend à dire que ça c'est le dôme du rocher, qui est très coloré, il est bleu, il est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est là où où le temple a été construit, et c'est là où a été sacrifié Abraham, c'est ça, Abraham a sacrifié son fils unique. Et donc voilà, c'est le Saint des Saints, et c'est le centre de la ville d'une certaine façon, en tout cas religieusement parlant, c'est le centre. Et j'avais dessiné après, voilà, j'avais dessiné le dôme du rocher, qui est ça. Et donc il y a un jeune gars qui est venu me voir et qui me demandait ce que je faisais. Bon, j'ai montré mon dessin et j'ai demandé de me l'écrire en arabe parce que l'écriture est très jolie. Et gentiment, il me l'a très bien écrit tout droit de côté. Donc ça me fait un petit souvenir. En tant que touriste, moi, j'étais vraiment j'ai été happé, c'est-à-dire que devant cette esplanade parce que le centre-ville de Jérusalem est très concentré, on arrive sur l'esplanade des mosquées, il y a une bouffée d'air frais parce que c'est très boisé, il y a des arbres qui sont magnifiques, il y a ce dôme du rocher, il y a la mosquée d'Al-Aqsa, et c'est très beau. Et en fait, j'avais envie, c'est ce que je voulais souligner dans ma bande dessinée, c'est qu'avant d'être un endroit où il y a beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, c'est d'abord un endroit qui est très très beau. Le mont des Oliviers, donc évidemment ça m'évoque beaucoup de souvenirs parce qu'aujourd'hui c'est plus comme ça, le mont des Oliviers, c'est comme ça, voilà, parce que j'ai fait, les croquis que j'ai faits ont été adaptés en livre, et voilà, quand on fait une partie du mont des Oliviers, c'est beaucoup d'habitations, et c'est comme ça. Et en fait, je crois que l'église qui est là, en tout cas, je ne suis pas certain, mais moi, j'ai eu la chance de rencontrer donc un prêtre qui avait eu une église anglicane là-bas, et comme on s'entendait bien, il m'avait laissé une place dans son église pour que je puisse travailler sur mes bandes dessinées, parce qu'à la maison, je n'avais pas d'endroit. Donc voilà, j'avais la chance d'avoir un atelier sur le mont des Oliviers, ce qui était quand même assez exotique, et c'était très agréable. Voilà, c'était mon choix de livre, et c'est un bel album. Il est gros et ça fait plaisir à regarder. Pour apporter quelques observations un peu plus personnelles sur cet album, je dirais que c'est effectivement un magnifique ouvrage de photographie. C'est quelqu'un qui est en pleine maîtrise de son art. Il a reçu quand même des médailles. Il s'intéresse aussi à son renom, à sa notoriété. Dans cet ouvrage, on trouve, il me semble qu'il y a une certaine distance entre le photographe et l'objet photographié. Ce qui est probablement volontaire, il s'agit d'une sélection parmi un catalogue de photographies. Donc il y a eu un choix de présenter des sites dans tout leur aspect monumental. Donc on a choisi les plus belles photos. Ces vues ont parfois des angles de vue spécifiques, avec la présence d'un ou deux personnages, une mince ouverture en arrière-plan, des prises de vue, des prises de vue qui donnent une sorte de singularité, voilà, à l'image, enfin à la vue, on va dire. Il y a très peu de personnages sur ces clichés, excepté pour le mur des lamentations, mais celui-ci ne prend sa signification réellement qu'avec les personnages qui sont collés contre le mur à réciter les lamentations. Il s'agit probablement, plus que d'un moment naturel, d'une composition imaginée par le photographe.
Lorsqu'il y a des personnages, leur présence est extrêmement discrète. Ils sont souvent en costume exotique. Presque, il faut les chercher. C'est comme un petit jeu de les chercher dans la photographie. Cette petite plaque nous a été prêtée par la famille Martin, qui est héritière d'un certain nombre de plaques qui sont signées de l'atelier Bonfils. Ce sont ce qu'on appelle des petites plaques stéréoscopiques. Elles reproduisent 2 fois la vue. On les plaçait dans un appareil, on les glissait dans un appareil que l'on mettait devant ses yeux, et on voyait la vue en relief, en profondeur. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il en avait à peu près 9000 aussi. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre une autre facette du travail de Bonfils. C'est moins commercial, un intérêt pour des scènes de vie authentiques, des scènes de rue, de marché, avec des personnages, des paysages. On a un petit peu l'impression de prise de vue sur le vif, bien qu'on s'imagine que ce n'était pas une mince affaire que de faire une photographie à cette époque. Là, on est sur la vue d'une route de Kabylie, où l'on a un personnage occidental imposant à côté d'une automobile. Et autour de lui, on a des enfants qui vont et viennent sur cette route et qui sont vêtus littéralement de haillons. Et cette photo, moi, m'évoque l'exposition qu'il y avait eu en 2018 au pavillon populaire à Montpellier. C'était une exposition de photographie et qui était sur le travail des ethnologues Germaine Tillion et Thérèse Rivière. Et elles étaient parties en mission dans les Aurès, étudier les conditions de vie de la population. Et Germaine Tillion avait fait cette remarque en revenant de cette mission, qu'elle avait découvert là la différence qui existait entre la pauvreté et la misère. Et là, il me semble bien qu'on est devant une image qui représente la misère de ces enfants. Personnellement, j'ai beaucoup voyagé, mais ça m'a intéressé de me replonger dans quelque chose qui traitait du Languedoc. Parce que, pour une fois, je me suis dit, tiens, un livre qui traite du Languedoc, j'aime particulièrement notre région aussi, donc ça m'intéressait de voir comment, à cette époque, on pouvait décrire les villes de la région. Tous les dessins qui représentent les villes du Languedoc sont particulièrement bien représentés. Il y a presque une photographie, mais enfin c'est quand même toutes ces pages de croquis, on voit qu'il y a quand même la patte de celui qui a dessiné, parce qu'à chaque fois il y a une interprétation certainement du paysage qui est représenté. J'ai eu l'occasion, comme tous mes collègues, de voir tous les documents qui nous étaient présentés, et j'ai vraiment apprécié la diversité, la beauté de tous ces documents que je n'imaginais pas du tout avant de venir ici dans cette zone de la médiathèque Émile Zola. J'ai ensuite découvert un livre, un document qui m'a passionné, qui m'a subjugué dès le premier regard. C'est un document qui s'appelle Voyage pittoresque et romantique dans l'ancienne France, qui est un document qui a été écrit en 1835 et qui relate donc des descriptions. Ce livre, il a aussi un côté assez exceptionnel dans sa dimension, dans le format, dans la reliure, dans la qualité du papier utilisé. Ça, c'est quand même quelque chose quand on feuillette un document qui a 2 siècles et qu'on voit un tel degré de conservation et cette dimension déjà du volume de l'ouvrage, c'est exceptionnel, quoi. On n'a pas tous les jours un document d'une telle dimension dans les mains, quoi. Mais c'est la première fois que j'avais la permission de feuilleter un document de cette dimension-là, et un document précieux, quoi. Donc ça fait quelque chose, ça procure une émotion nouvelle. Plusieurs pages dans ce livre sont illustrées par Viollet-le-Duc, des pages qui représentent des villes. Et personnellement, moi, Viollet-le-Duc, c'était pour moi un architecte, celui qui a participé à la rénovation de nombreux monuments français. Et donc là, c'était pour moi une découverte que de voir qu'un Viollet-le-Duc était aussi un dessinateur
très pointu, puisque ces représentations dans le livre sont vraiment magnifiques. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce livre? Eh bien, pour différentes raisons. La première, c'est que j'ai trouvé les illustrations de ce document particulièrement magnifiques, d'une beauté que je n'imaginais pas. Les dessins, les croquis, les pages sont illustrées d'une façon magnifique. Et en plus des illustrations qui existent autour des pages, il y a aussi des pages de croquis qui décrivent particulièrement les villes du Languedoc de cette époque. Après avoir découvert ces illustrations, j'ai eu envie de regarder un peu le texte, et dès les premières pages, même l'introduction, j'ai trouvé le texte magique. Et si vous voulez, je vais vous en lire un extrait. Le livre s'intitule de cette façon: « Aujourd'hui, nous dirigeons nos pas vers la contrée que l'on nomma autrefois le Bas-Languedoc, vers ces belles plaines toutes couvertes de monuments romains que l'Italie se roi fière de posséder, de monuments du Moyen-Âge qui offrent un type particulier dans la grande et glorieuse histoire des arts de la chrétienté. » Dans cette introduction, on voit qu'il y a deux fois de l'imparfait qui est écrit avec « oie » au lieu de « et ». Et c'est très surprenant quand on découvre pour la première fois ce document, parce que tout le reste du document est écrit en langage tout à fait actuel, dans la langue française actuelle, sauf l'imparfait qui est au lieu de AI, et ici dans tout le document, dans tout ce livre, exprimé sous forme de OA, OI. Une partie qui m'a particulièrement plu, c'était de voir l'analyse que l'auteur fait d'une ville comme Collioure et celle de Port-Vendre qui est juste à côté. Il ne reste plus de l'antique Coco Libéris que quelques pêcheurs et beaucoup d'agents de l'autorité qui, sous les noms de commandants de place, d'officiers de génie, d'artillerie, de douaniers, comprenant souvent mal leur mission, sont propres à rendre le séjour de Collioure fort désagréable. Et si le pauvre voyageur qui aspire à quelques jours de repos veut se réfugier à Port-Vendre, il y trouve la ville la plus laide, la plus maussade, la plus sale, non seulement de la France, mais de toute l'Europe. Et effectivement, on peut imaginer que les gens qui ont écrit ce document, c'était des gens de Paris ou de grandes villes, et qui, descendant dans la province profonde du Languedoc, découvrent des contrées qui pour eux, paraissaient totalement sous-développées et indignes d'être considérées comme des villes de France, quoi. On est quand même embarqué dans la découverte des villes du Languedoc, et c'est particulièrement intéressant de voir qu'on n'a pas forcément besoin d'aller très loin pour pouvoir découvrir des choses qui nous entourent. Et là, avoir la représentation de l'époque actuelle par rapport à ce qui était décrit dans ce livre, moi, c'est ce qui m'a particulièrement intéressé.